Bonjour à tous. C'est écrit dessus, mais je me présente quand même. Donc, je suis Benjamin Tedjen, je suis responsable du service information-communication à la ville et à la métropole de Rennes. Le service information-communication, c'est le service qui pilote tous les supports d'information au public, que ce soit print, web, magazine, édition, etc. Donc moi aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un outil, mais d'une pratique. Alors je ne vais pas vous parler de l'outil parce que Vincent Lastenay l'a fait extraordinairement bien il y a à peine une heure dans la salle à côté. Donc la pratique, c'est la data vise. Et comment est-ce qu'on peut mettre la data vise au service de l'action publique, dans un souci d'information et de pédagogie. Un petit rappel, même si je pense que vous êtes tous très au fait là-dessus, la data vise, qu'est-ce que c'est? C'est la manière de rendre intelligible de manière graphique des données numériques ou chiffrées. Dans l'exemple qui va nous intéresser, c'est de révéler le sens de colonnes de chiffres. C'est en gros passer de ça à ça, de manière un peu plus ergonomique si possible. Pourquoi ça nous intéresse particulièrement en communication publique? C'est parce qu'on est dans c'est un enjeu majeur pour les collectivités. On est dans un contexte général très marqué de défiance vis-à-vis de toute parole officielle. Alors ça vaut pour les politiques évidemment, pour les institutions, même pour les entreprises. En gros, il suffit aujourd'hui qu'on affirme quelque chose pour que ce soit aussitôt suspicieux. Autre élément important, c'est ça, 90% des internautes, plusieurs études se croisent là-dessus, affirment faire plus confiance à leur graphe social qu'au message officiel. Alors le graphe social, c'est pas uniquement nos amis, c'est l'ensemble de nos contacts sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. À savoir, bien souvent, des gens qu'on connaît à peine, voire pas du tout. Donc pourquoi c'est important pour nous? Mais je pense que c'est des choses que chacun de nous vit au quotidien. Si demain vous croisez quelqu'un, votre voisin, qui vous a dit qu'il est parti, je sais pas, en vacances en Normandie, et que c'était absolument magnifique, dans un petit village absolument superbe, vous allez le croire. Si le service communication de ce même village vous envoie un message en disant « chez nous c'est magnifique », vous allez un peu moins le croire. Donc là, c'est assez consensuel, mais parfois ça pose beaucoup plus de problèmes. Je ne sais pas, si on prend un exemple, on peut, si la ville de Rennes affirme que les repas servis à la cantine aux enfants sont équilibrés, sont bio, sont tout ce que vous voulez, c'est un fait, vous n'allez pas forcément le croire. Par contre, si à côté, des gens sur Facebook que vous connaissez à peine disent « mon fils est à la cantine à Rennes et c'est franchement pas bon », vous allez le croire, alors que vous ne connaissez pas cette personne. Donc voilà, un vrai enjeu pour nous de retrouver cette crédibilité, de renouer cette confiance avec le citoyen, l'usager. Et s'il y a vraiment un domaine sur lequel c'est particulièrement crucial, c'est évidemment le budget. Qu'est-ce qu'on fait de mon argent? Qu'est-ce qu'on fait de mes infos? Parce que sur cette question-là, le schéma classique et qui correspond le plus souvent, dans l'immense majorité des cas, à la réalité, à savoir celui-là, dans l'imaginaire collectif, ça se transforme souvent en ça. Voilà. Et pourtant, s'il y a bien un sujet sur lequel la transparence devrait être un acquis, c'est sur le budget, puisque la loi fait obligation aux collectivités de publier en ligne les documents budgétaires. Mais là, encore une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'il y a transparence et transparence. Je vous invite à faire le test sur le site internet de vos communes respectives, sauf à Nantes, évidemment, et j'imagine que je ne suis pas allé voir, mais j'imagine que les choses sont bien faites. Mais souvent sur des communes qui ont un peu moins de moyens, la présentation des documents budgétaires, c'est souvent quelque chose comme ça. Alors là, c'est un exemple réel de cette année d'une collectivité classée dans les moyennes à grandes, donc entre 50 et 100 000 habitants. J'en tairai le nom, parce que ce n'est pas l'objet,
mais c'est l'immense majorité des cas. Voilà. Les documents budgétaires, c'est des colonnes de chiffres, en long, en large, et même en travers. Donc vous pouvez voir, c'est réalisé sans trucage, il y a encore le foliotage de la page en bas. Au final, c'est 120 pages, c'est un PDF de 120 pages avec que des colonnes de chiffres, pas la moindre explication. Donc certes, c'est en ligne, certes, les données sont accessibles, mais franchement, si vous me trouvez celui qui va se fader les colonnes de chiffres, voilà, c'est pas ce qu'on appelle de la transparence. Donc partant de ce principe-là, il nous a été demandé depuis 2 ans à la ville et à la métropole de Rennes de faire un effort particulier sur cet exercice de présentation des documents budgétaires, un effort d'information et de pédagogie, pour avoir une présentation qui soit à la fois intelligible et compréhensible du plus grand nombre, et qui en même temps ne se contente pas d'asséner des chiffres, mais les explique, les décrypte. Donc on est parti sur une data vise animée, sur la création d'un site spécifique où on présente les budgets en data vise animée. Donc là je vais switcher sur le site. Tac, tac. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez le budget 2015 et 2016 de la ville ou de la métropole. Donc si on regarde le budget de la ville de Rennes 2016, c'est organisé en 5 onglets, donc les grands chiffres, recettes et dépenses, l'action de la ville au quotidien, soutien aux associations et investissements majeurs, à travers lesquels on va naviguer. Donc ça commence par des choses assez basiques, hein, les grandes masses, les grandes masses du budget primitif 2016. Donc on a le budget général, et ensuite comment il est réparti, avec un petit appel sur les 3,5 millions d'euros consacrés au budget participatif, donc au projet déposé et voté par les habitants, avec un renvoi vers le site dédié. Oups, je vais un peu vite. Et donc ensuite, on arrive sur la section dépenses, avec dépenses d'investissement, 134 millions d'euros, dépenses de fonctionnement, 297, encore des choses assez basiques. La composition du budget principal, toujours investissement et fonctionnement. Et ensuite, on passe aux choses sérieuses. Donc la deuxième étape, les recettes et les dépenses. Où là, donc on a je ne sais plus comment ça s'appelle, le donut, là, c'est ça, donut. Donc avec les recettes de fonctionnement ou d'investissement, donc qui sont classées et qui sont visualisées. Mais là, quand je passe ma souris, je peux cliquer pour avoir une petite explication. On ne se contente pas de juste envoyer des chiffres. On va expliquer que les impôts ont progressé de 2,6% par rapport au budget 2015, pardon. Voilà, on va expliquer que la ville perçoit les droits de mutation. Voilà, on va expliquer un petit peu tout ce qui compose ces chiffres. Voilà. Donc l'emprunt, l'autofinancement, on explique que la collectivité épargne pour financer certains de ses projets, etc. Idem pour les dépenses de fonctionnement, entre le personnel, les subventions, les charges à caractère général, l'autofinancement, les intérêts. Donc par exemple, si je clique sur personnel, donc on explique que ce chiffre inclut les dépenses de personnel de voirie qui sont une compétence de la métropole qui était assurée pendant 1 an encore par la ville, donc qui seront rétrocédées par la métropole. Et puis voilà, comme ça, je peux dérouler les explications sur tous les items. Idem, bien sûr, pour les investissements, pour les dépenses d'investissement. On arrive ensuite sur les charges à caractère général, qui sont en baisse, et on fait quelques focus, quelques zooms sur les dépenses d'énergie. Donc là, au survol, je vois que les dépenses d'énergie baissent de 12,2%, notamment en vertu des efforts de réduction de consommation d'énergie.
Les affranchissements et télécommunications en baisse de 9%, les contrats de prestation en baisse de 8%, les frais de réception moins 4%, et les fournitures moins 5%. On a de même la vision sur l'évolution des dotations de l'État, donc 64 millions en 2014, 58 en 2015, 52 en 2016. L'évolution de la dette, donc là on remonte sur 5 ans pour que ça ait un peu plus de sens, parce que si on s'était focalisé uniquement sur ça, bah, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis sur l'action de la ville au quotidien, donc là on a des actions qui sont réparties en 8 missions, qui correspondent à l'organisation de la collectivité. Donc pour chaque mission, on a les dépenses en investissement et en fonctionnement, et puis un petit explicatif et le détail de tous les sous-items. Par exemple, pour enfance et politique éducative. Donc voilà, on explique 1583 places en crèche municipale, etc. Donc là, vous allez me dire, c'est pas de la data vise au sens propre, ça n'en est plus. Mais on se sert de cet outil-là aussi pour faire de la pédagogie et pour apporter de l'information sur la répartition de ces masses budgétaires. Donc voilà, 8500 enfants qui mangent à la cantine, 67% de produits achetés dans le département, 15% de bio, etc. Idem, voilà, idem pour tous les items. Le soutien au club sportif. Et puis on va avoir quelques chiffres clés. 250 000 heures d'occupation des 4 piscines, 76 équipements sportifs couverts, 42 stades, 5 événements majeurs, etc. Ensuite, on a fait le choix, parce qu'on estimait que c'était porteur de sens pour les habitants, de décomposer le prix payé sur quelques prestations utilisées par tous, et expliquer la répartition, par exemple sur un billet de piscine, sur une entrée à la piscine, on va expliquer que le coût réel est de 6,80 €, qu'il y a 70% qui sont financés par la ville, et que le prix moyen à l'usager représente 30%. Donc voilà, l'explication et la pédagogie sur qu'est-ce qu'on fait de mon argent, c'est aussi ça. C'est aussi expliquer que même si on peut parfois trouver que le prix d'entrée à la piscine est un peu cher ou que le ticket de bus est trop cher, etc., en fait, le prix est très loin du prix réel du service et que ce différentiel, c'est les impôts qu'ils payent. Donc pareil, pour un repas en restauration, le coût réel c'est 11,20 €. Il y a 7,20 € de financement de ville, 3,20 € de prix moyen par usager et 90 centimes de divers financeurs. Idem pour une heure de garde dans une crèche collective, qui coûte 7,90 € de l'heure en coût réel et qui est facturé 1,20 € en moyenne à l'usager. Le reste, c'est la ville, c'est la CAF, c'est l'État. Et c'est encore plus parlant pour la bibliothèque. Une visite coûte en moyenne 10,87 € à la collectivité et est facturée 30 centimes à l'usager. Quatrième partie, les subventions aux associations. Donc là encore, c'est découpé par thématique, par famille. Et puis là, on s'est amusé. Voilà, on s'est amusé avec cet outil-là. Une grosse bulle faite de plein de petites bulles qui représentent chacune une association. Donc si je survole, voilà, je vais avoir le nom de l'association, le montant de la subvention. Vous voyez. Et si je trie par thématique, hop, c'est magique, ça bouge. Et là, je me rends compte que la grande famille de dépenses en matière de subventions aux associations, c'est la culture, le patrimoine. Et puis qu'on a certains équipements qui sont majeurs, et puis on va retrouver tous les autres équipements, ou associations, pardon.
Donc voilà, sur les 8 thématiques dont on parlait tout à l'heure, jusqu'à la plus petite, alors ça doit être celle-là, l'association Rayon d'Action, qui touche 400 € par an. Voilà. Et donc, hop, je peux revenir en arrière et m'amuser avec mes petites bulles. Ça plaît beaucoup aux enfants en plus, c'est cool. Et enfin, dernier item, c'est les investissements majeurs pour l'année à venir qui sont matérialisés sur une carte, sur une carto, alors qui n'est pas aussi performante que celle qui a été présentée tout à l'heure, mais qui a le mérite d'exister. Et là, pareil, voilà. Si je clique sur le point, j'ai une photo, évidemment, ou un plan, la dénomination de l'équipement ou du projet, le budget qui est consacré pour l'année, etc. Oups. Voilà, donc c'est la deuxième année qu'on fait ça, là on revient au début. C'est la deuxième année qu'on fait ça, dans des conditions qui sont souvent un peu rocambolesques, parce que le but c'est de présenter la data vise en séance du conseil municipal ou métropolitain le jour du vote du budget. Et il se trouve qu'il y a une bonne partie des chiffres qui ne sont consolidés que, une heure ou deux avant le conseil. Donc c'est beaucoup de travail et on se retrouve souvent avec pas une coquille vide, mais une coquille à moitié remplie 2 heures avant la présentation aux élus. Je ne vous cache pas que la fourmilière est un peu en ébullition sur ces 2 heures-là, mais au final on y arrive. Et alors, 80% du boulot est fait en interne, à savoir que les chiffres sont les données sont produites et traitées en interne. La plateforme a été faite en interne, l'intégration se fait en interne, la scénarisation a été faite en interne aussi. On a externalisé la réalisation des infographies animées. Voilà. Je ne sais pas. Alors ça implique quasiment toute la direction communication. On a une direction communication qui est séparée en 6 services. Il y a le premier concerné, c'est évidemment le service innovation numérique, parce que c'est lui qui crée l'outil et qui va intégrer. C'est un gros boulot pour leur part. Et puis le service que je dirige, information, lui est chargé de toute la scénarisation au départ, voilà, de savoir quelle grande famille de chiffres on va mettre en avant, comment on va construire le chemin de navigation, etc. Et puis ensuite, il y a le service aussi des prestations graphiques qui est mis à contribution, puisque toute cette base-là, tout cet outil-là, va ensuite être décliné sur tous nos supports, dans les articles sur le site web, mais aussi dans les journaux. Donc on va faire des extracts, on va retravailler certaines infographies pour qu'elles soient plus adaptées au format papier. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Quel est le lien avec la plateforme Open Data de la ville de Rennes, pardon. Quel est le lien entre les données propulsées là et montrées là et les données délivrées par la plateforme Open Data de la Les données viennent de la plateforme Open Data. Mais on n'y a pas accès là directement. Ah non, là on n'a pas accès à la plateforme. Non, on a une autre plateforme, d'ailleurs qui est en cours de refonte là, qui va sortir demain. Mais oui, c'est pas en lien direct. Oui, bonjour. Je voulais savoir quel retour vous aviez sur la consultation. Alors, sur la consultation, pour cette année, je n'ai pas encore les chiffres consolidés. Pour l'année dernière, c'était, je crois, de mémoire, 8000 visiteurs uniques. Ce qui reste assez modeste en soi, mais à mon avis, quand même nettement supérieur à ce qu'on aurait sur... Pardon ? C'est supérieur à ce que vous aviez avant oui. Sur vos pages budget. Je vous invite à bien utiliser le micro, c'est aussi pour l'enregistrement en fait.
Je reviens sur le lien entre la plateforme d'open data et cette plateforme-là. Est-ce qu'il y a eu du côté de Rennes une déception sur la réutilisation de ces données? Parce que là, vous faites en fait le travail qu'attendaient, que les grandes villes attendaient, que les journalistes peut-être fassent ou les agences de communication fassent. Est-ce que c'est parce que les médias n'ont pas utilisé la plateforme open data pour réaliser ce genre de choses que vous l'avez fait, ou de toute façon vous l'auriez fait dans tous les cas? Non, je pense que de toute façon, on l'aurait fait. Il n'y a pas eu de déception particulière, mais c'est aussi une autre logique. Nous, on s'est dit que notre rôle pouvait aussi être de fournir aux médias locaux une matière déjà travaillée. Voilà. Donc, il y a eu une conférence de presse pour présenter la plateforme. On est à la disposition des journalistes pour leur fournir tous les éléments dont ils ont besoin. Et le soir du conseil municipal où cette plateforme a été présentée, nous on a évidemment beaucoup communiqué dessus sur les réseaux sociaux, etc. Et ça a été pas mal repris par les médias qui pouvaient faire leur boulot, leur article sur le budget ou sur tel ou tel aspect du budget et qui renvoyaient pour plus d'informations et pour une meilleure compréhension sur la plateforme. Le budget, c'est le début du travail, c'est hyper bien. Du coup, si vos élus sont vraiment demandeurs pour ce genre de choses et qu'il y a tout le suivi en interne pour arriver jusque-là, c'est génial. Et après, la suite du travail, c'est l'évaluation des politiques publiques. Est-ce que vous avez une commande pour adapter ce genre de choses sur l'évaluation des politiques publiques? Alors, on a une commande là très large sur. On va lancer un vaste programme d'évaluation sur les 3 ans qui viennent. Je ne sais plus le chiffre exact, mais de plusieurs politiques publiques ou plusieurs outils. Donc qui sera lancé là. Donc, en tout cas, c'est une vraie commande de la part de nos élus de se doter en interne de tous les outils d'évaluation et de produire à l'externe des outils comme celui-là, avec, comme je vous disais, une vraie volonté de transparence et de pédagogie, quoi. Est-ce qu'il me reste 5 minutes pour montrer autre chose ou pas? Oui. Juste une dernière question. Bon, c'est un peu. Et quelle est votre part de liberté éditoriale dans le traitement des données? Alors, on sait, c'est le service communication de Rennes Métropole qui traite ces données. Le principe de l'open data, c'est d'avoir accès à tout type de données et d'en sortir ce qu'on veut. Est-ce que de votre côté, vous vous êtes imposé cette liberté de sortir des choses qui ne sont pas forcément valorisantes pour Rennes Métropole, ou est-ce que, comme dans tous les services communication de collectivité, il y a une limite qui est clairement établie de ce côté-là? On n'a pas réfléchi en termes de valorisation, de données valorisantes ou pas. On a vraiment réfléchi en partant du principe, en se posant la question qu'est-ce qui est utile pour comprendre le budget. Voilà, donc c'est ces grandes lignes-là, avec ces quelques zooms-là. Ensuite, la partie communication, entre guillemets, on va la retrouver vraiment sur ça. Voilà, là, on est vraiment sur de la communication. Mais tout le reste, on est vraiment sur de la transparence, sur une volonté de transparence et de rendre des données intelligibles. Voilà. Donc, si on a encore 2 minutes, je vous montre un outil en fait, qui a été notre premier outil de DataVis. Dans ce cas, excusez-moi, oui. Sur l'enjeu de la transparence, dans ce cas, pourquoi ne pas donner accès directement à l'ensemble des données Ah, mais toutes les données sont en accès. Toutes les données sont en accès. pas directement accessibles. Ça veut dire Non, parce que là, c'est un focus sur la question budgétaire. Et justement, pourquoi ne pas avoir donné là, directement sur cette plateforme, accès à l'ensemble des données qui sont par ailleurs disponibles sur la plateforme Open Data? Mais le lecteur n'est pas censé connaître forcément la plateforme Open Data. Alors pourquoi pas avoir opéré un lien immédiat, c'est-à-dire sous les infographies, télécharger ces données? Oui, c'est vrai, on aurait pu, oui. Mais pourquoi pas l'avoir Là, et donc aller jusqu'au là-dessus, bout de la logique de transparence. Mais oui, c'est tout à fait possible, ouais. On aurait pu. Il est quelle heure là? Juste pour s'amuser un petit peu,
Notre première expérience de DataVis, ça a été ce site qu'on a appelé « Qui sommes-nous, habitants de Rennes Métropole », qui visualise, qui donne à voir les répartitions de la population. Le mieux, c'est, si on prend mon cas personnel, je suis en couple avec 2 enfants. Donc je peux voir qu'en couple avec 2 enfants, ça représente 9,66% des ménages de Rennes Métropole. Là, je peux voir que 71% des couples avec enfants vivent dans une maison, et donc je peux voir où. Pareil pour en appartement, en hôtel ou en caravane, en résidence. Est-ce qu'ils sont propriétaires, locataires HLM, logés gratuitement ou en résidence? Voilà. Est-ce qu'ils ont emménagé depuis moins de 2 ans ou depuis plus de 20 ans? Est-ce qu'ils n'ont pas de voiture dans le centre-ville? Ouais. 1 voiture, 2 voitures, 3 voitures et plus, etc. Donc si je vous montre ça, c'est... après, on peut avoir bien sûr le détail par secteur. C'est juste parce que ça peut parfois remettre en cause pas mal de certitudes. Et notamment tout le principe qui veut que les équipements, les politiques publiques, l'immense majorité des dispositifs de politique publique sont conçus pour la famille type, la famille type 2 parents, 2 enfants. On s'aperçoit donc que la fameuse famille type, c'est même pas 10% de la population. Donc voilà, c'était juste un clin d'œil pour montrer qu'avec de la DataVis, on peut aussi se doter d'outils vraiment de pilotage de l'action publique et de réflexion sur l'action publique. Merci.